Imagine la scène. Nous sommes en mai 1940. L'armée française, considérée depuis des décennies comme la plus puissante d'Europe, vient de s'effondrer en 6 semaines. 6 semaines. C'est le temps qu'il a fallu aux chars allemands pour traverser les Ardennes, contourner la ligne Maginot et plonger la République française dans un état de choc total. Des millions de civils fuient sur les routes. Des généraux qui avaient préparé leur vie entière à ce moment se retrouvent paralysés. Des politiciens qui avaient promis de tenir tiennent des discours de capitulation. Le pays le plus fier d'Europe vient de tomber. Et au milieu de ce désastre absolu, un homme fait quelque chose que presque personne autour de lui ne fait. Il ne panique pas. Pas parce qu'il n'a pas peur, pas parce qu'il ne comprend pas la gravité de la situation, pas parce qu'il est insensible ou qu'il ne ressent rien, mais parce que cet homme a passé des décennies à construire quelque chose de précis à l'intérieur de lui-même. Quelque chose que les stoïciens appelaient depuis 2000 ans la disciplina mentis, la discipline de l'esprit. Et cette discipline, ce refus de laisser la panique extérieure gouverner la clarté intérieure, a changé le cours de l'histoire. Pas seulement de la France, de l'histoire. Les racines. Comment se forge une discipline mentale ? Pour comprendre comment la discipline mentale de De Gaulle a sauvé la France, il faut d'abord comprendre d'où elle venait. Elle ne s'est pas construite en juin 1940, elle s'est construite sur 40 ans de formation, de lecture, d'épreuves et de défaites personnelles. Charles de Gaulle naît en 1890 dans une famille du Nord profondément catholique et cultivée. Son père, Henri de Gaulle, est un homme de lettres qui transmet à ses enfants non pas seulement des savoirs académiques, mais une façon d'habiter le monde, une façon de tenir. Dès l'adolescence, le jeune Charles lit les stoïciens. Il lit Marc Aurèle, l'empereur qui gouvernait Rome le jour et s'écrivait des exercices de discipline mentale la nuit. Il lit Épictète, l'esclave affranchi qui avait compris que la liberté véritable n'est pas une condition extérieure, mais une posture intérieure. Il lit Sénèque, qui préparait chaque matin sa résistance au coup du destin. Ces lectures ne sont pas pour De Gaulle de simples exercices intellectuels, elles forment en lui une conviction qui va structurer toute sa vie. La conviction que l'état intérieur d'un homme et d'un chef est la seule chose qui compte vraiment en temps de crise. Pas les ressources, pas les effectifs, pas les alliés, l'état intérieur. Puis vient la Grande Guerre. De Gaulle est blessé 3 fois. Il est capturé à Verdun en 1916, blessé à la baïonnette, laissé pour mort sur le champ de bataille, repris par les Allemands alors qu'il revenait à lui parmi les cadavres. Il passe 2 ans et demi en captivité. Et pendant ces 2 ans et demi, il fait une chose que peu de prisonniers ont la force mentale de faire. Il continue à travailler. Il rédige des analyses militaires. Il organise son temps avec une rigueur absolue. Il maintient sa discipline intellectuelle dans un environnement conçu pour la briser. 5 tentatives d'évasion, 5 échecs, et à chaque échec, pas l'abandon, mais l'analyse froide. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Comment faire mieux la prochaine fois ? Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Ce n'est pas la douleur qui est un mal, c'est de se laisser vaincre par la douleur. Ce n'est pas l'obstacle qui est un problème, c'est de se laisser arrêter par l'obstacle. » De Gaulle ne se laissait pas arrêter, pas en captivité, et part en 1940. Voici quelque chose que les livres d'histoire ne te montrent pas souvent sur De Gaulle. Quand il est arrivé à Londres en juin 1940, il n'avait rien. Littéralement rien. Pas d'armée, pas de gouvernement en exil reconnu, pas d'argent, pas d'alliance formelle. Même les Britanniques le regardaient avec une méfiance mêlée de perplexité. Qui était cet homme ? Quel droit avait-il de parler au nom de la France ? Et pourtant, au milieu de ce vide total, De Gaulle avait une routine. Il se levait à heure fixe, il travaillait ses discours avec une précision chirurgicale, il lisait, il écrivait, il analysait les rapports militaires avec une méthodologie rigoureuse, il maintenait sa condition physique et surtout, il contrôlait ses états émotionnels avec une discipline que ses proches décrivaient comme presque effrayante. Ses secrétaires racontent qu'il n'élevait jamais la voix dans les moments de vraie crise. Il parlait plus lentement, plus clairement, comme si le chaos extérieur le rendait non pas plus agité mais plus centré. Les stoïciens appelaient ça l'apatheia, non pas l'apathie au sens moderne de l'indifférence, mais l'absence de passion incontrôlée, la capacité à ressentir sans être gouverné par ce qu'on ressent. Épictète, qui avait développé cette capacité dans les conditions les plus extrêmes, celle d'un esclave soumis à la volonté totale d'un maître, formulait le principe avec une clarté absolue. Ce n'est pas l'événement qui te perturbe, c'est ton jugement sur l'événement. Change ton jugement et l'événement cesse de te gouverner.
Change ton jugement et l'événement cesse de te gouverner. De Gaulle avait changé son jugement sur la défaite de 1940 avant même que tout le monde autour de lui ne l'ait encore vraiment vécu. Là où Pétain voyait une défaite définitive qui appelait à la capitulation, De Gaulle voyait une bataille perdue dans une guerre qui continuait. Là où les généraux voyaient la fin, il voyait un repositionnement stratégique. Là où les diplomates voyaient l'humiliation, il voyait une opportunité de renouveau. Même réalité, même désastre, jugements radicalement différents. Et de ces jugements différents découlaient des actions radicalement différentes. 3 moments où la discipline mentale a changé le cours de l'histoire. Premier moment, le 18 juin 1940. Il est 16 heures quand De Gaulle entre dans le studio de la BBC à Londres. Il a dormi peu. Il vient d'apprendre que le gouvernement Pétain a officiellement demandé l'armistice. Juridiquement, techniquement, diplomatiquement, tout est perdu. Et là, devant un micro, sans armée, sans mandat officiel, sans même la certitude que quelqu'un l'écoute, il prononce ces mots. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Ce n'est pas un discours de quelqu'un qui improvise dans la panique, c'est un discours préparé, structuré, pensé, par un homme qui, au milieu du plus grand désastre de l'histoire moderne française, a maintenu assez de clarté mentale pour choisir chaque mot, chaque image, chaque formulation. La discipline mentale ne l'avait pas abandonné au moment le plus difficile, elle l'avait renforcé. Deuxième moment, l'hiver 1941. Les premiers mois de la France libre sont un désastre organisationnel. Les hommes qui rejoignent De Gaulle à Londres sont peu nombreux. Les Américains refusent de le reconnaître. Roosevelt le déteste ouvertement. Churchill le soutient, mais en pestant contre son caractère impossible. Et les nouvelles du front sont catastrophiques. Dans ces mois-là, plusieurs de ses proches collaborateurs remarquent la même chose. De Gaulle se retire chaque soir dans son bureau. Pendant 1 heure, parfois 2, il écrit. Pas des mémos, pas des ordres militaires, des réflexions personnelles sur le sens de ce qu'il fait, sur les erreurs commises, sur ce qu'il devrait améliorer. C'est exactement ce que Marc Aurèle faisait à la tête de l'Empire romain. L'empereur qui gouvernait les plus grandes armées du monde s'écrivait chaque soir des exercices de discipline mentale, des rappels à lui-même, des mises en garde contre ses propres faiblesses. Sois attentif à toi-même, regarde en toi, cherche et vois s'il y a en toi quelque bien ou quelque beauté. Souviens-toi que tu dois vivre en accord avec ta nature profonde, non pas avec les attentes des autres ou les caprices du moment. De Gaulle vivait cette pratique sans peut-être jamais l'avoir nommée stoïcisme. Il la vivait comme une nécessité du commandement. Troisième moment, août 1944. Paris est libéré. De Gaulle rentre dans la capitale qu'il a quittée 4 ans plus tôt. L'accueil populaire est délirant, des millions de Parisiens dans les rues, des larmes, des fleurs, une liesse qui dépasse tout ce qu'on avait prévu. Ce que personne ne te dit sur la discipline mentale. Il y a une vérité sur la discipline mentale que les biographies héroïques de Gaulle ont tendance à gommer. La discipline ne supprime pas la souffrance. Elle ne protège pas de la peur. Elle ne rend pas les mauvaises nouvelles moins mauvaises. De Gaulle a souffert. Il a connu le doute. Il a traversé des nuits où tout semblait perdu. Il a vu des hommes mourir pour la cause qu'il incarnait. Il a vécu des trahisons de proches, des humiliations diplomatiques, des défaites tactiques. Sa fille Anne, atteinte de trisomie 21, décédée à l'âge de 20 ans en 1948, était l'une des grandes douleurs de sa vie. Les rares personnes qui l'ont vu pleurer pour elle. Ce n'était pas un homme de pierre. Mais il avait compris quelque chose d'essentiel que la philosophie stoïcienne enseigne avec une insistance particulière. La douleur est inévitable, la dissolution est un choix. Tu peux souffrir et rester lucide, tu peux avoir peur et agir quand même. Tu peux être épuisé, déprimé, ébranlé et choisir malgré tout de te lever le matin et de faire ce qui doit être fait. Cette distinction entre la douleur inévitable et la dissolution évitable, c'est le cœur de la discipline stoïcienne. Et c'est ce que De Gaulle incarnait dans chaque moment difficile de sa vie. Marc Aurèle, qui gouvernait un empire en déclin tout en combattant des épidémies et des invasions barbares, écrivait « Si quelque chose est difficile à supporter,
Commence toujours par te demander si ce n'est pas seulement ton opinion de la chose qui le rend insupportable. Puis demande-toi ce que tu peux faire et fais-le. Demande-toi ce que tu peux faire et fais-le. C'est la discipline en 4 mots. Avant de passer à la partie 2, je veux que tu te poses une question simple. Pense à la dernière grande difficulté que tu as traversée. Un échec, une perte, une situation qui t'a semblé insurmontable. Maintenant, dis-moi honnêtement, quelle a été ta première réaction? Panique? Fuite? Paralysie? Colère qui t'a consommé sans rien résoudre? Ou peut-être, et c'est peut-être le plus insidieux, une sorte d'engourdissement, un retrait, une façon de ne plus vraiment être là, de laisser les jours passer en attendant que la douleur se dissipe d'elle-même. Ce n'est pas un jugement, c'est une observation, parce que la grande majorité des êtres humains, et c'est inscrit dans notre biologie, répondent aux crises avec une de ces réactions. Et ce que la partie 2 va t'expliquer, c'est comment De Gaulle avait construit en lui-même une réponse différente, et comment tu peux construire la même chose. Pas en quelques jours, pas avec une formule magique, mais avec une pratique, une discipline. Précisément la discipline dont la France avait besoin en 1940. Il existe un mot en latin que les stoïciens utilisaient pour désigner la qualité qu'ils considéraient comme la plus haute à laquelle un être humain puisse aspirer. Virtus. En français, on traduit souvent ce mot par vertu. Mais cette traduction est insuffisante. Elle donne l'impression d'une qualité morale douce, presque passive. Virtus, en latin, vient de vir, l'homme dans sa pleine force, sa force virile, sa force de résistance. La virtus stoïcienne, c'est la capacité de rester debout quand tout pousse à s'effondrer, la capacité de penser clairement quand tout invite à la panique, la capacité d'agir juste quand tout justifierait d'abandonner. C'est ça que De Gaulle incarnait en 1940. Et c'est ça que cette deuxième partie va t'apprendre à construire. Parce que la virtus, la discipline mentale, ce n'est pas un don, ce n'est pas une qualité qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est une architecture, une construction. Et comme toute construction, elle se bâtit selon des principes précis. Fondation 1. Accepter la réalité avant de la combattre. La première erreur que font presque tous les êtres humains face à une crise, c'est de dépenser une énergie considérable à refuser que la crise soit réelle. On négocie avec la réalité. On se dit que ce n'est pas si grave, ou à l'inverse, on catastrophise, on amplifie mentalement la crise jusqu'à la rendre paralysante. Dans les deux cas, on ne regarde pas la réalité en face. De Gaulle, et c'est l'une des choses qui le distinguait le plus nettement de ses contemporains, regardait toujours la réalité en face, même quand elle était terrible. En juin 1940, il ne s'est pas dit que la défaite n'était pas si grave, il ne s'est pas dit que ça allait se résoudre tout seul. Il a regardé la situation avec une froideur clinique, quasi chirurgicale, et il a posé un diagnostic précis. La France métropolitaine est tombée, l'armée est détruite, le gouvernement légal a capitulé. C'est un désastre total et sans précédent. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qui est encore possible? Les stoïciens appelaient cette capacité l'amor fati, l'amour du destin. Non pas au sens d'une résignation passive, mais au sens d'une acceptation active. Regarder ce qui est arrivé non pas comme une injustice à combattre émotionnellement, mais comme une réalité à partir de laquelle on va travailler. Épictète, qui avait vécu comme esclave, condition qui ne permettait aucune illusion sur la réalité du pouvoir et de la souffrance, écrivait « Ne cherche pas que les choses qui arrivent arrivent comme tu veux. Veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras en paix. Veuille que les choses arrivent comme elles arrivent. » Ce n'est pas de la résignation, c'est le point de départ de toute action efficace, parce qu'on ne peut agir efficacement que sur la réalité telle qu'elle est, pas sur la réalité telle qu'on voudrait qu'elle soit. Pour toi, concrètement, ça ressemble à ça. La prochaine fois que quelque chose de difficile arrive dans ta vie, au lieu de passer les premières heures à négocier avec la réalité, à te dire que ça va s'arranger, à chercher des explications qui minimiseront la gravité de la situation, pose-toi cette question directe. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pas ce que je voudrais qu'il se soit passé, ce qui s'est vraiment passé. Puis accepte la réponse, même si elle est douloureuse. C'est la première pierre de la discipline mentale.
Fondation 2. Gouverner ses émotions sans les nier. Il y a une idée fausse très répandue sur le stoïcisme et sur la discipline mentale en général que je veux démolir maintenant. On croit que la discipline mentale consiste à ne pas ressentir, à supprimer les émotions, à devenir une machine froide et insensible. C'est faux, profondément faux. Marc Aurèle, l'un des stoïciens les plus rigoureux qui ait jamais vécu, était un homme profondément sensible. Il pleurait ses amis, il souffrait de ses erreurs, il était épuisé par les guerres qu'il devait mener à sa contre-volonté. Il aimait sa famille avec une intensité que ses pensées rendent palpable. Et De Gaulle, comme je l'ai dit en partie 1, n'était pas un homme sans émotion. Il aimait profondément sa fille Anne. Il était capable d'une fidélité intense envers ceux qui lui étaient loyaux. Il ressentait la pression des moments historiques avec une acuité que ses discours, les plus grands discours de la langue française au XXe siècle, transmettaient avec une puissance extraordinaire. La discipline mentale ne consiste pas à ne pas ressentir. Elle consiste à ne pas être gouverné par ce qu'on ressent. La nuance est fondamentale, parce qu'entre ressentir et être gouverné, il y a un espace que les stoïciens appelaient le proaéresis, la faculté de choix, la capacité de choisir comment répondre à ce qu'on ressent plutôt que de réagir automatiquement. De Gaulle vivait dans cet espace. Quand il recevait une mauvaise nouvelle, et Dieu sait qu'il en a reçu, ses proches observaient toujours le même rituel. Ils se taisaient, parfois quelques secondes, parfois plus, et quand il reparlait, c'était pour analyser, pas pour se plaindre, pas pour accuser, pas pour paniquer, pour analyser. Ce silence, c'était l'espace du proaéresis, l'espace où l'émotion était reçue, reconnue, et ensuite mise au service de la décision plutôt que de la gouverner. Sénèque formulait cette discipline avec une précision remarquable dans ses lettres à Lucilius. « Combien de fois ai-je sauté sur quelqu'un qui m'a offensé ? Combien de fois m'ai-je emporté d'une façon qui ne m'a fait aucun bien et lui en a fait encore moins ? Retiens ta colère, un instant. Elle se transforme en force quand tu la retiens. Elle se transforme en faiblesse quand tu la laisses éclater. Retiens ta colère un instant. Elle se transforme en force quand tu la retiens. C'est la deuxième fondation de la discipline mentale. Et c'est une pratique. Concrètement, ça commence par l'entraînement à la pause, ce petit espace entre la stimulation et la réponse, ce petit espace où tu reprends le contrôle. Voici maintenant la fondation la plus difficile, celle contre laquelle notre époque résiste le plus. De Gaulle avait une relation au temps qui était diamétralement opposée à celle que notre monde actuel nous impose. Il pensait en décennies, parfois en siècles. Quand il prenait une décision, il ne se posait pas la question « Qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant ?» Il se posait la question « Qu'est-ce qui sera bon pour la France dans 10 ans, dans 20 ans, dans un siècle ?» Et cette façon de penser transformait complètement la nature des sacrifices qu'il était prêt à faire. En 1958, quand il a accepté de revenir au pouvoir, tout le monde pensait qu'il allait garder l'Algérie française. C'était la position qu'il semblait défendre, c'était ce que ses partisans attendaient. Et pendant les premières années de son mandat, une partie de son entourage politique était convaincue qu'il allait maintenir la présence française en Algérie à tout prix. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Parce que De Gaulle, pensant au temps long, avait compris que s'obstiner dans une guerre coloniale condamnerait la France à s'épuiser, à se diviser, à se démoraliser devant l'opinion internationale pendant une génération entière, et que l'indépendance de l'Algérie, aussi douloureuse soit-elle, était la condition d'une France forte et souveraine dans le monde de demain. Cette décision lui a valu des tentatives d'assassinat. Elle lui a valu la haine d'une partie de ceux qui lui avaient été les plus fidèles. Elle lui a valu les attentats de l'Aurès. Il l'a prise quand même. Parce que la discipline mentale, la vraie, inclut la capacité de supporter la douleur présente pour construire quelque chose de meilleur dans le futur. Marc Aurèle, dans ses pensées, formulait ce rapport au temps long avec une économie de mots qui en fait la force. L'obstacle sur la voie devient la voie. Ce qui s'oppose à l'action doit l'alimenter. Ce qui bloque la route doit devenir la route. L'obstacle devient la voie. Et pour toi, cette troisième fondation pose une question directe et difficile. Dans quoi es-tu en train de t'obstiner en ce moment, par peur de la douleur présente d'un changement, au détriment de quelque chose de meilleur à long terme ? Une relation,
un travail, une habitude, une façon de te voir toi-même. La discipline du temps long ne dit pas que le changement est facile, elle dit qu'il est nécessaire et qu'il vaut mieux le faire délibérément, avec clarté, que de le subir par épuisement. Les 4 pratiques concrètes. Voici maintenant 4 pratiques concrètes que De Gaulle incarnait et que tu peux commencer à cultiver dès aujourd'hui. Pratique numéro 1. Le rituel du matin. De Gaulle commençait chaque journée, même les plus difficiles, par un temps de solitude et de lecture. Il lisait les classiques, les historiens romains, les philosophes grecs, pas pour fuir la réalité, mais pour se rappeler l'essentiel avant d'y replonger. Les stoïciens appelaient ça l'examen matinal, un moment de mise en condition avant d'affronter la journée. Pour toi, ça peut être 5 minutes, un carnet, 3 questions simples. Qu'est-ce qui pourrait être difficile aujourd'hui? Comment est-ce que je veux y répondre? Quelle est la valeur que je ne veux pas abandonner quoi qu'il arrive? 5 minutes, chaque matin. La discipline se construit là, dans les moments tranquilles, avant que la journée ne te gouverne. Pratique numéro 2. La préméditatio malorum. C'est l'une des pratiques stoïciennes les plus puissantes et les plus mal comprises. La préméditatio malorum, la préméditation des mots, consiste à visualiser délibérément ce qui pourrait mal se passer avant que ça se passe. Non pas pour te décourager, non pas pour cultiver l'anxiété, mais pour réduire le pouvoir de choc que les événements difficiles ont sur toi quand ils arrivent. De Gaulle avait clairement pratiqué une version de cet exercice. Dans ses écrits de l'entre-deux-guerres, notamment dans Le fil de l'épée, publié en 1932, il anticipait explicitement les scénarios d'un effondrement militaire français et développait mentalement les réponses possibles. Quand 1940 est arrivé, ce n'était pas une surprise totale. C'était quelque chose pour lequel il s'était mentalement préparé. Pour toi, prends le prochain défi difficile que tu anticipes et passe 20 minutes à le visualiser dans le détail. Ce qui pourrait mal se passer, les obstacles, les résistances. Puis demande-toi, et si ça arrive, qu'est-ce que je ferai? Pas en catastrophisant, mais en préparant. La peur perd une grande partie de son pouvoir quand on lui a déjà fait face dans sa tête. Pratique 3. L'examen du soir. Chaque soir, avant de dormir, les stoïciens pratiquaient un examen de conscience, non pas au sens religieux du terme, mais au sens d'un bilan honnête de la journée. Marc Aurèle le faisait par écrit. C'est littéralement ce que sont ses pensées. Des notes à lui-même, des bilans, des rappels, des corrections. Pour toi, chaque soir, 3 questions. Qu'est-ce que j'ai fait qui était en accord avec ce que je veux être? Qu'est-ce que j'ai fait qui ne l'était pas? Qu'est-ce que je vais changer demain? Pas pour te punir, pour te corriger, doucement, régulièrement, sur le long terme. Pratique 4. La chose difficile en premier. De Gaulle avait une habitude que ses proches collaborateurs avaient tous observée. Il s'attaquait systématiquement en premier à la chose la plus difficile de sa journée. Pas à la plus urgente, pas à la plus agréable, à la plus difficile. Parce qu'il avait compris que l'énergie mentale, la capacité à tenir sous la pression, à penser clairement, s'épuise au cours de la journée, et que les décisions les plus importantes méritaient sa meilleure énergie. Pour toi, identifie chaque matin la chose que tu évites le plus, la conversation difficile, le travail que tu repousses, la décision que tu n'as pas encore prise, et fais-la en premier. La discipline mentale se construit dans ces petits actes quotidiens de résistance à l'évitement. Ce que De Gaulle te lègue. Je veux finir avec une image. 9 novembre 1970. Colombey les 2 églises. De Gaulle joue aux cartes avec sa femme Yvonne, sa compagne de toute une vie, quand il est foudroyé par une rupture d'anévrisme. Il n'a pas le temps de souffrir, il n'a pas le temps de paniquer. Il part comme il a vécu, rapidement, sans spectacle. Il avait 80 ans. Il avait traversé 2 guerres mondiales, 5 ans d'exil, une guerre coloniale, 2 républiques, une révolution manquée et 27 tentatives d'assassinat recensées. Et il avait écrit, quelques semaines plus tôt, dans ses mémoires d'espoir, les derniers mots qu'il a laissés à la postérité, « Vieillir, c'est bien, mais vieillir en ayant constamment devant soi l'idéal de ce qu'on aurait voulu être, sans jamais avoir renoncé à s'en approcher, c'est la seule façon de vieillir sans honte. » Vieillir sans honte en n'ayant jamais renoncé à s'approcher de ce qu'on voulait être. Ce n'est pas un message politique, ce n'est pas un message militaire, c'est un message sur la vie, sur la façon dont on choisit de vivre. Et ce message, les stoïciens le portaient depuis 2000 ans avant De Gaulle.
Sénèque, dans ses dernières lettres à Lucilius, écrites alors qu'il savait sa mort proche, résumait toute une vie de discipline stoïcienne en quelques lignes qui traversent les siècles. Vis de telle façon qu'à chaque soir te puisses dire « j'ai vécu ». Demain sera un don supplémentaire. C'est assez d'avoir bien vécu aujourd'hui. C'est assez d'avoir bien vécu aujourd'hui. Pas parfaitement, pas héroïquement, sans erreur ni sans douleur. Bien, avec discipline, avec clarté, en accord avec ce qu'on sait être juste. C'est ça la discipline mentale qui a sauvé la France. Ce n'est pas une technique de gestion du stress, ce n'est pas un hack de productivité. C'est une façon de vivre, construite sur des années, des décennies, d'un effort quotidien et silencieux pour rester debout quand tout invite à tomber. La question que je te laisse ce soir est simple. Quelle est la chose dans ta vie pour laquelle tu es prêt à avoir cette discipline-là? Dis-moi dans les commentaires. Je lis tout. À la prochaine.